Alors bienvenue sur ce premier épisode du Travail des cadres en 2011. D'abord un grand merci à Jean-Paul Lugan de nous avoir impulsé cette envie de lancer cette série parce qu'il a travaillé sur une étude qui nous permet de brosser un petit peu le profil type, on va dire, même si lui-même est conscient que c'est une expression pratique, mais il n'y a justement pas de profil type. Absolument. Voilà, on va un petit peu regarder ça dans le détail. Merci à Victor Vaknin aussi de nous accompagner dans cette réflexion pilote qui, je l'espère, va s'approfondir toute l'année. Là, notre point de départ, c'est donc cette étude. Je le dis pour nos amis internautes qui pourraient tomber à un moment donné, peut-être tardivement sur cette vidéo. Nous l'enregistrons un 25 novembre 2011. Donc quand on dit état des lieux, cadre en 2011, on se reverra probablement dans quelques mois pour peut-être approfondir. Et je vais commencer par une première question toute simple. Quel est le profil type du cadre aujourd'hui dans les entreprises implantées en France, Jean-Paul ? Le profil type, c'est quelqu'un qui a moins de 45 ans, qui a entre 35 et 45 ans, plutôt et majoritairement un homme, avec une équipe qui se situe en termes de nombre de collaborateurs de moins de 10. Voilà. Avec une ancienneté qui va entre 5 et 10 ans. D'accord. Qui emploie ces cadres? Dans quel type d'entreprise est-ce qu'on en trouve le plus? Écoutez, les cadres, on les trouve à peu près dans tous les secteurs d'activité. Au regard de ce que j'ai pu constater avec mon cabinet, les consultants avec qui nous intervenons, on trouve des cadres de partout. Alors bien entendu, les entreprises riches où le taux d'encadrement est plus fort, et vous avez des entreprises un peu moins riches où le taux d'encadrement est plus faible. Mais très souvent, on va retrouver des cadres dans tous les secteurs d'activité. Bon, alors, maintenant qu'on essaye, et que vous avez en tout cas fait ce travail, et que nous on essaye de discuter de cette typologie, de cette recherche, il va de soi qu'elle est indicative, mais qu'elle a un grand mérite. C'est qu'elle pose finalement de ces questions simples, auxquelles on trouve rarement des réponses simples. C'est-à-dire que se poser tout bêtement, qu'est-ce qu'un cadre aujourd'hui? Peut-être me retourner justement vers Victor. Plus intuitivement, peut-être cette fois-ci, et en mettant à profit votre longue expérience, Victor, puisque vous-même, cadre d'entreprise tout au long de votre carrière dans des multinationales, etc., et aujourd'hui plutôt tête pensante des ressources humaines, on y reviendra. Qu'est-ce que ça vous évoque et qu'est-ce que vous aimeriez dire à un jeune qui viendrait par exemple vous voir et vous dire mais finalement, c'est quoi un cadre? Et c'est quoi le profil type d'un cadre, mais cette fois-ci de manière peut-être plus intuitive? Eh bien, je suis très content de participer à cette émission parce qu'effectivement, c'est un travail de précision sur les confusions que j'essaye tout au long de mon projet professionnel depuis 4 ans. Toutes ces confusions, comme les confusions entre travail et emploi, comme bien-être et mal-être, comme performance. Pourquoi on parle de performance aujourd'hui alors que les gens veulent déjà travailler? Et on les paye pour du travail, on n'a pas mis dans leur fiche de paye, dans leur contrat d'embauche, qu'on les payait pour une performance. Donc il y a tous ces paradoxes et ces confusions, comme tu le sais, que j'essaye d'éclairer. Et je suis très content de ce plateau. Et en fait, ce que je veux dire, je remercie Jean-Paul Lugan, en fait, des questions. Parce que tu sais bien ma prudence sur l'analyse et l'interprétation des enquêtes statistiques, surtout quand elles interrogent l'humain et le ressenti. Par contre, là où c'est très intéressant dans ce qu'a fait Jean-Paul, c'est la structuration des questions que l'on se pose par rapport justement à ce profil du cadre. Alors, une première, et j'ai pas préparé le sujet dans le sens, qui est intéressant justement. Dans le sens où vraiment tu m'as dit mais viens de façon spontanée. Bon, j'ai regardé évidemment. Alors donc, ce qui m'intéresse déjà, c'est de dire, en fait, première confusion où il faut faire attention. Il y a un cadre qui est non manager et il y a un cadre qui est manager. Donc le cadre non manager, c'est la ressource la plus recherchée par les entreprises. Pourquoi? Parce qu'elles subissent des assauts permanents par les grands éditeurs de logiciels, qui leur dit, moi, je vais vous piloter votre processus en augmentant la productivité. Sous-entendu, vous pouvez éliminer, voire 1-2 échelons. C'est-à-dire que si vous arrivez à ce que dans votre processus, vos collaborateurs se confondent avec une cellule Excel, vous allez faire des économies de productivité extraordinaires. Et donc la question qui est posée par ce sujet est très intéressante. C'est-à-dire l'entreprise, oui, recherche des cadres, mais pas forcément des cadres managers. Donc il y a le cadre non manager,
à qui on donne une responsabilité opérationnelle, d'efficacité, de résultat, de reporting. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de managers qui se plaignent en disant « mais mon métier, je le fais plus. Je suis là avec mon CRM et je fais du reporting. » Quand ils passent 2 heures par jour à faire du reporting, si en plus on leur donne des outils de communication qui envahissent leur vie privée et qui font que le reporting, ils nous font en dehors des heures de travail, et donc ce ne sont plus des managers. Parce qu'un manager, c'est quoi? La définition d'un manager, c'est prendre par la main un collaborateur et lui faire faire quelque chose. Alors, voilà. Une distinction donc, intéressante, c'est qu'un cadre manager n'est pas forcément un manager. N'est pas manager. Voilà. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que depuis 2008, nous intervenons beaucoup dans pas mal d'entreprises avec mon équipe de consultants, et on s'aperçoit, c'est qu'avec la crise, on va passer d'entreprises organiques, c'est-à-dire où on fait appel à l'intelligence de l'individu, à des entreprises mécanistes, où on met en place des process, et où on remplace finalement peu à peu les cadres par des procédures, et on est plutôt sur des fonctions transversales plutôt que sur les fonctions opérationnelles. Pour autant, va se heurter, on va s'en rendre compte, c'est l'industrialisation à outrance ne permet pas, et là on verra bien, d'avoir de la performance. Et se posera d'ailleurs, peut-être qu'on l'abordera au cours de la journée, la question de la motivation. La question de la motivation qui est un alors vrai dans la journée pour aujourd'hui. nous, mais dans les épisodes suivants pour nos amis internautes. Alors, Absolument. Peut-être, effectivement, je voudrais enrichir le propos de Jean-Paul. Et il a mis le point, je dirais le point complémentaire qui arrive après cette confusion. La deuxième grande erreur de jugement, et là c'est une erreur de jugement, qui malheureusement est le fruit d'une autre maladie que les entreprises en général. Donc grande erreur de jugement de la part de qui? Des entreprises et par rapport de la part des dirigeants. Moi je ne parle que des dirigeants. Oui, voilà. La gouvernance et quand je dis pour moi la responsabilité elle est première, elle est causale, elle n'est pas exécutoire. Le travailleur, le collaborateur, le manager, lui, il répond à un contrat. Par contre, la responsabilité primordiale et causale, c'est la gouvernance et c'est le PDG et son comité de direction. Donc, l'erreur, elle est de dire, parce qu'ils ont été assaillis, mais ils ont bien voulu l'être, par des cabinets de consultants d'organisation et des éditeurs de logiciels qui convergent sur le même objectif, c'est de dire, si on isole le travail de chacun, le résultat, ou ce qu'ils appellent la performance, c'est-à-dire si on fait des silos, on individualise les tâches au maximum, c'est-à-dire, en fait, ce sont des rationalistes à la Laplace. C'est Laplace qui a fait du mal. C'est lui. Après, les autres, les cabinets, eux, c'est Descartes. C'est vraiment le déterminisme. Donc, entre le rationalisme et le déterminisme, l'école française du management considère que, et comme on a une culture d'ingénieur très forte, élitiste, on considère que si on isole les silos de performance, la somme de ces silos va donner la performance globale. C'est-à-dire qu'on a oublié qu'on travaille avec des humains. C'est d'ailleurs pour ça qu'on achète des logiciels pour qu'il y ait le moins d'humains possible, afin qu'il y ait moins d'interaction, donc moins d'enrichissement, moins d'échanges entre les gens. Alors, merci de ce cadrage et de cette envolée. D'abord, en observant cette première typologie, est-ce qu'on peut comparer avec les autres pays européens? Et est-ce que, en tout cas, la comparaison est utile? Alors, effectivement, on peut comparer. On s'aperçoit, c'est qu'en Europe, on a la même typologie de cadre. C'est-à-dire un cadre hyper qualifié, voilà, qui est entre la trentaine, 35 ans et 45 ans, avec une différence fondamentale, c'est qu'il n'évolue pas, bien qu'il ait la même typologie, dans le même contexte culturel. Voilà. Et qui fait qu'à un moment donné, il ne va pas avoir les mêmes points d'appui, les mêmes protections de la part d'une entreprise et les mêmes permissions. Hein. Prenons un cadre, par exemple, qui est en Allemagne. Le rapport au syndicat, c'est un truc tout bête, est beaucoup plus entretenu que chez nous, qui est un rapport d'opposition. Donc, même si on a le même profil, homme, femme, qualifié ou pas, on va se retrouver avec une interaction aux acteurs et à son équipe qui est totalement différente. Il y a beaucoup plus de participation, de collaboration dans les pays nordiques que ce qu'il y en a, par exemple, chez nous, en termes
de cadres. Alors juste pour vous donner quelques chiffres, le taux d'encadrement, le pourcentage de cadres qu'il y a dans les entreprises va de 10% en Italie à 30% en Lituanie. La France est aux alentours des 20%. On se trouve dans la de cadres par rapport à voilà, de cadres par rapport à la population salariée. Donc on est dans le milieu. Alors votre étude montre aussi qu'il y a une forte majorité d'hommes, près de 70%. Quelle réflexion ça vous inspire, cette situation? Ben, écoutez, je crois que on n'est pas égaux devant l'emploi. La deuxième chose, c'est vrai que la femme n'a pas la même vision de son parcours de carrière que peut l'avoir un homme. Elle n'a pas eu aussi le même parcours éducatif, ce qui la conduit pas, en tout cas au niveau peut-être de son éducation, à avoir les mêmes ambitions qu'un cadre homme. Voilà. Donc pour plusieurs raisons, et je vous en citerai deux. La première, c'est que elle n'est pas prête à sacrifier sa vie personnelle pour un poste de cadre. Quand on voit les responsabilités aujourd'hui qu'on demande à un cadre, elles se sont accrues, les responsabilités. La deuxième, c'est vrai que elle présente plus souvent un manque de confiance en elle-même pour l'accession au poste de cadre, puisque je sais que nous, on intervient dans certaines entreprises, les femmes ont beaucoup de compétences, elles n'ont pas simplement toujours confiance en elles pour aller demander un poste, on leur propose plus souvent un poste que ce qui est le cas pour un homme qui, lui, va le demander. Donc on se heurte. Alors il y a bien d'autres raisons, hein. C'est celles qui me viennent à l'esprit. Un impact, ça peut-être aussi sur très fort impact. Voilà, sur une fois, la réflexion sur ce statut. Oui, absolument. C'est très intéressant le fil que propose Jean-Paul, parce que, encore une fois, dans l'enquête, ce qui est très intéressant sont les questions, pas les réponses. Ce sont les questions qui sont intéressantes. Alors, sur la question notamment internationale, les profils internationaux. Alors, la remarque que je voudrais faire, c'est que justement, il y a une nouvelle dimension de la performance dans les organisations, c'est l'interculturel. De plus en plus, les groupes sont internationaux. Donc, ils ont un déploiement international. Et ils ont donc un encadrement international. Et donc, ce problème culturel va apparaître. Donc, quand vous êtes, vous, avec votre culture italienne ou allemande ou française, dans un groupe international, vous avez des interrelations, maintenant avec le triple reporting, le quadruple reporting, le quinquart reporting. Vous avez un Allemand local, un Espagnol en Europe et un Américain ou un Français au niveau corporate, plus le produit qui peut vous donner encore une segmentation. Vous êtes dans des interrelations de coopération et de performance interculturelle. Et ça, on n'en tire pas. Aujourd'hui, on ne constate que les dégâts. On ne regarde pas le potentiel qui peut être révélé par cette richesse interculturelle. Alors, ce que je pourrais rajouter, si vous permettez, parce que vous me faites rebondir, c'est vrai qu'avant, on manageait dans un monde complexe. Je parle de l'époque de nos parents. Aujourd'hui, on est dans un monde compliqué. Aujourd'hui, on est dans un monde complexe. Au-delà des différences culturelles qu'il faut gérer, le cadre aujourd'hui, qui est entre 35 et 45 ans, est coincé entre les dirigeants qui ont un mode de gestion plutôt paternaliste et la génération Y qui ne veut plus de ça. Donc, on a un cadre aujourd'hui qui est coincé. Comment je fais pour gérer des jeunes avec qui nous ne partageons plus la même grille de lecture sur le management, qui refuse le mode de gestion de papa, et ce cadre qui, lui, ne veut pas non plus aussi de ce paternalisme avec ses dirigeants. Donc, au-delà des différences culturelles qui sont prégnantes, parce que nous sommes dans un pays à culture féminine, hein, comme Hotfeld l'avait déclaré, par rapport à des Italiens ou des Allemands ou des Anglais, qui ont des modes de gestion et des cultures totalement différentes, plutôt masculines, on doit complexifier, c'est-à-dire on gère des cultures différentes, mais aussi on gère des générations. On a la génération Y qui demande un autre mode de gestion, et on a des dirigeants qui, eux, demandent aussi un autre mode de gestion et une allégeance sans fin, ce qui n'est pas le cas de la génération Y. Alors, je vous propose de mettre un terme à cette première partie de notre épisode d'introduction, puisque je vous propose qu'on le traite en deux parties. Vous allez voir, nous avons encore des questions qui vont nous permettre de poser, on va dire avec Jean-Paul. Alors, on dit Lugan ou Lugan? Lugan. Voilà, il fallait que j'en sois certain, puisque depuis tout à l'heure, Victor Lugan. On dit Waknin et pas Vaknin.